Bienvenue à Au-delà du conflit, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui accompagnent les individus et les organisations à travers les tensions, dialogues et solutions. Ici, on explore ce qui se joue avant, pendant et au-delà du conflit. Bienvenue à cet autre épisode du podcast Au-delà du conflit. Saveur fébrilité, parce que c'est un petit épisode recap de notre saison 1. Tania, comment ça va? Ben ça va bien, j'étais contente aujourd'hui qu'on soit juste deux, c'est la première fois, donc ça va être le fun. On va être dans notre intimité, puis dans le fond, ce qu'on avait envie de vous faire vivre un petit peu, c'est, vous avez été nombreux à nous poser des questions après chacune des épisodes, et nous aussi, on sortait de l'épisode, ça va tellement vite, il y avait tellement de choses qu'on aurait pu explorer avec nos invités, qu'on s'est dit, il faut reprendre le temps. On va reprendre le temps un petit peu sur chacun des épisodes. Moi, j'ai eu des coups de cœur. Tania, tu as eu des coups de cœur aussi, hein? Ça, c'est sûr. Ah, c'était extraordinaire. Puis, avec les questions des gens qu'on a reçues, qui ont écouté, merci d'ailleurs d'écouter et de suivre le balado, on a eu des questions. Fait que c'est un peu ça qu'on a envie de faire avec vous aujourd'hui. Clore la saison, clore la boucle comme il faut. Ouais. Oui. Puis, on le dit-tu en primeur qu'il y en aura une deuxième? Ben, il y aura une deuxième saison. On est super contents, vraiment, vraiment contents. Fait que si on fait un petit retour, notre saison 1, on a eu quelques épisodes bonbons, hein? Oui, mais avant qu'on aille là, vas-y. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de ton expérience de la saison 1. Ah, parce que là, au moment où on enregistre, ça fait à peu près 1 an de l'idée jusqu'au dernier enregistrement, où on a toutes les deux sorti de notre zone de confort avec ce projet-là. Fait que je pense que oui, j'aimerais ça t'entendre avant d'aller directement vers les autres, de revenir un peu vers soi. Ah, ben j'aime ça. Tu me challenges, hein? Oui, tu me challenges. Mais j'ai vraiment adoré. Ça me sort de ma zone de confort également. Mais je suis contente qu'on ait osé. Que malgré la crainte, malgré nos appréhensions, qu'on ait passé par-dessus ça pour aller à la rencontre des gens. Fait que moi, je suis super contente. Ça demande énormément de préparation, on ne se le cachera pas. C'est un effet surprise. C'est un effet surprise. Cependant, quand on écoute les épisodes, quand on vous entend dans vos commentaires également, je suis satisfaite. Je suis super contente. Puis ça nous a permis, moi, ça m'a permis de connaître des humains que je connaissais pas. Tant que ça, dans un univers que j'apprécie. Mais je suis très enthousiaste à l'idée de poursuivre. Je n'ai pas le choix de te poser la question, si Tania. Tu n'as pas le choix de la poser. Est-ce que tu veux connaître la réponse? Je veux aussi connaître la réponse, Tania. Ben en fait, je pense que j'avais sous-estimé, la préparation, là, on l'a nommé, puis je suis contente qu'on soit deux dans ça. Mais également, le fait qu'on développe aussi de nouvelles compétences. Hein? Quand on regarde les 2 premiers épisodes, on se dit « Ah, OK, on s'est rodé, puis on a gagné peut-être un peu en confiance. On connaît mieux aussi l'équipe qui nous accueille ici en studio. Donc, ça l'aide. Pour l'introvertie et timide que je suis, j'avoue que ça aussi. Mais je suis quand même contente d'avoir osé. C'est un peu la même chose. Puis, tu sais, on se disait dans la préparation de l'idéation de tout ça, beaucoup... ça va être le fun, on va l'atteindre plus large dans notre mission, dans ce qu'on veut apporter comme changement dans nos organisations, d'autres RH, d'autres gestionnaires que nos clientèles respectives. Je pense que j'avais pas... en tout cas, moi, ça m'a surpris. J'avais pas réfléchi au point qu'on aurait des individus en organisation qui nous feraient des partages tu sais, ça m'a touché, tel épisode, j'ai revécu une situation. Je l'avais pas réfléchi comme ça, puis j'avoue que ça m'émeut. Je peux-te dire ça? Moi, je pense que c'est ça. Je trouve ça touchant. J'ai fait, oh mon Dieu, tu sais. Je l'avais vu plus tactique de, tu sais, une personne en ressources humaines pourrait transférer un épisode à un gestionnaire qui vit une situation en particulier. Je l'avais vraiment vu... c'est ça, de cette façon-là, un petit peu plus direct, hors gestion, et non pas de l'individu. Donc, on ratisse un public un peu plus large que ce que je m'attendais au départ. Ou bref, j'avais juste pas réfléchi à cet angle-là, dans tout l'enthousiasme et la préparation. Et puis, c'est ça aussi là, qu'on a reçu beaucoup comme commentaire. Audience. Vraiment, vraiment, une très, très belle réponse. Puis, c'est d'ailleurs ce qui nous pousse encore à aller vers une autre saison, parce que la demande et les idées sont encore super là. OK? On en a plein. Je pense que c'est ça notre défi à Tania et moi. On est super complémentaires. Saison 3, saison 4 aussi. Ah oui, exactement. On va de l'avant. Puis, tu parlais de compétences, Tania.
Puis dans l'épisode 1, on a aussi appris quelque chose sur toi. On se rappelle que l'épisode 1, c'est les personnalités difficiles avec Mathieu Guénette. Oui. Personnalité dans laquelle il s'est autoproclamé passif-agressif. C'est à ce moment-là que Tania fait également son coming out. Mais le retour sur cet épisode-là, pour moi, ça a été de constater à quel point on a toute une partie de personnalité difficile. Tu sais, c'était un peu comme si on avait un miroir de soi-même. Et ça aussi, je l'ai entendu de la part de nos auditeurs qui disaient « Aïe, aïe, je me suis reconnue. » Et j'ai lu le livre, puis effectivement, dans certaines situations, je me reconnais, puis souvent aussi dans plusieurs profils. On rembobine la cassette, puis on se dit « Oh, bobo, voilà, oui. ça, je trahis mon âge, là, mais... » On revoit la vidéo, justement, avec « Oh! » Ben, c'était peut-être un petit peu de passif-agressif. C'était peut-être un autre profil pour d'autres personnes, là, mais je pensais pas que tu allais d'emblée me la remettre dans la face rapidement comme ça. Vraiment! On casse la glace. On casse que je t'aime. Mais qu'est-ce que toi, t'as apprécié? Ben, en fait, oui, effectivement, on brisait ce tabou-là de penser que c'est juste les autres, mais c'est justement ça, de ne pas amener toujours... c'est pas toujours l'autre, parfois c'est moi. Oui. Moi, je le vois beaucoup, la posture de victimisation, parfois, là, dans entre autres des enquêtes d'harcèlement, de oui, mais l'autre, puis là, avec l'écoute un peu neutre, on fait comme, OK, oui, mais l'autre, mais on voit beaucoup de oui, mais moi, mais que l'autre ne voit pas. Donc, l'importance de la conscience de soi, je pourrais peut-être le nommer comme ça, puis ben c'est ça, des fois, c'est pas juste l'autre. Ah, totalement. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça, ce regard-là, évidemment. Je pense que ça manque dans nos organisations, cette habilité-là de conscience de soi, puis d'être capable d'un peu d'introspection. Oui. Puis de pas juste... Tu sais, c'est facile là, de dire que c'est l'autre. Oui. On l'entend, on l'entend communément, vraiment, de façon très soutenue, quand on fait du coaching, quand on est dans des rencontres de médiation, dans des rencontres d'harcèlement. C'est un peu difficile, je pense, pour l'humain d'avoir un miroir de soi-même, tu sais. Puis le livre de Mathieu Guénette, là, on vous le mettra aussi dans les références. Vous le voyez sur le premier épisode, mais c'est un must. Je pense vraiment que les organisations et de plus en plus d'individus doivent se payer ce luxe-là, d'avoir cette réflexion-là collective. En fait, c'est vulgarisé. Puis aussi, c'est pas obligé d'être lu de la première page jusqu'à la dernière. Là, on peut juste aller fouiner, lire certains passages. Fait que, ça aussi, c'est intéressant. Ça devient plus un guide pratique qu'un livre là, à lire de A à Z. Si on avait eu Mathieu avec nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait aimé lui poser qu'on n'a pas eu l'occasion de faire? Ou des gens qui nous ont écoutés, qui nous ont apporté des commentaires autour de ça. Bien, en fait, c'est ça. Nos épisodes sont à peu près d'une 40-45 minutes. Et ça passe bien plus vite que ce qu'on s'y attendait. Moi, ce que j'ai reçu comme demande, là, ce que les gens, puis on pourra le réinviter ou réinviter quelqu'un d'autre éventuellement pour parler de ça, mais creuser la dynamique de personnalité difficile. Oui, entre pairs, mais voir aussi comment, entre gestionnaire et subordonné, est-ce qu'il y a des différences? De quelle façon l'approche pourrait être différente aussi? Parce que c'est pas toujours... La dynamique va être différente quand même entre... on le sait, là, on a toujours un collègue plus négatif qu'un autre, ou un collègue un peu plus la petite pique facile, des choses comme ça. Mais quand c'est dans le mode... lien hiérarchique, de quelle façon on peut l'aborder différent. C'est quelque chose qui était ressorti là. Comme question, oui. Ouais. Puis de mon côté... Juste ça, on a pour un bout, là. on fait un chapitre au complet, on fait une année au complet, je pense, là-dessus. T'as bien raison, Tania. Moi, ce que j'ai entendu comme commentaire de gens à laquelle j'aimerais poser à notre ami Mathieu, c'est un peu les profils de personnalité, ce que ça révèle chez les autres. Dans le sens où est-ce que, quand on est devant une personne, il y a un besoin non répondu souvent, et là, ça vient réveiller quelque chose. Fait que ce bout-là, comment, moi, comme individu, parce que là, sa méthodologie, c'est une méthodologie empathique et ferme lorsqu'on a à travailler avec ces gens-là, mais comment, moi, comme individu, je peux m'auto-régulariser et dire, oh, attends un petit peu, là, je réalise un peu comme le coming out qu'il y a eu dans les deux cas, mais je suis en train d'embarquer dans un schéma qui donne, dans le fond, ça devient des signaux faibles de conflit.
Oui. Fait que ça, j'aurais aimé ça lui poser comme question. Conscience Puis- de soi, conscience de l'autre. De l'autre, Là, on totalement. vient clore la boucle un peu plus. Un Oui. petit peu plus, effectivement. Fait que ça, c'est une de mes interrogations, puis des gens qui m'ont posé comme question. Puis l'autre angle qu'une personne m'a posé comme question, c'est le stress. Dans quelle mesure le stress va venir influencer justement cette personnalité-là? Alors, je me doute bien de la réponse, là, Faudrait mais... inviter Sonia Lupien. Oui, exactement. Hein? Pour de vrai, comment le stress fait en sorte qu'on a une personnalité, on a un trait de personnalité qui ressort. Puis pour les gestionnaires, ou comme l'individu aussi, de reconnaître cette émotion-là pour juste dire, attends un peu, je suis sur le coup d'émotion. Hein? Fait que c'était un des éléments là, qui est revenu à quelques occasions. On a encore plein de questions pour Ah, Mathieu. c'est sûr qu'on a plein de questions Mais, pour Mathieu. Oui. Mathieu est quand même très généreux de son temps et de son contenu. Il y a un podcast également avec énormément de contenu. Oui. Possiblement qu'il y a plusieurs pistes de réponses déjà de son côté, mais en tout cas, on va aussi mettre le lien dans les commentaires pour découvrir Mathieu. Fait que notre punchline, dans le fond, à la fin de cet épisode-là, qu'est-ce qu'on a retenu? L'humain et sa complexité. Aussi, hein, avec un grand H, hein? Oui, Ouais. je le nomme souvent. Ah oui. L'humain avec un grand H, là, c'est incroyable. Fait que moi, ce que j'ai... Le punchline, quand j'ai réécouté ce balado-là, c'était que le vrai défi, c'est pas nécessairement uniquement de gérer les personnalités difficiles, c'est de aussi rester soi-même avec les autres. Puis de ne pas entrer nécessairement dans la mesure corrective, parce que c'est la méthode empathique et ferme, mais pas toujours embarquer tout de suite dans le volet correctif, mais plus essayer de comprendre qu'est-ce que l'humain vit pour essayer de voir quelle est l'approche qu'on va faire, tout en restant humain. Tu sais, j'aimais ça comment il nommait ça, parce que souvent, on entend une personnalité difficile, mais lui était dans un profil à comportement difficile. Donc, on se détache que cet individu-là, en particulier, est difficile, mais plutôt présentement, la personne a un comportement difficile. Donc, et que c'est un profil peut-être qui tend vers des comportements difficiles plus souvent qu'un autre, mais pas toujours être dans le « Ah, mais oui, on sait bien, lui, c'est un employé difficile. » tu sais. T'as raison. Ou elle, c'est un employé difficile. Ça aussi... je trouve que ça l'a à remonter dans le discours de gestion. Oui. Totalement. Oui. Mon Dieu, il y avait plein d'affaires. Il y avait vraiment plein d'affaires. Fait que on voit le lien ensuite avec les billets. Puis, dans le fond, ça sera à notre épisode 2, notre récap de l'épisode 2. Mais j'espère que ce petit bout-là vous a allumé, vous a été apprécié. On va aussi mettre quelques extraits de nos points forts, puis de nos questionnements aussi là, autour de tout ça. Pour vous donner envie de le découvrir si vous ne l'avez pas déjà découvert ou de le redécouvrir autrement. Merci. Merci, Tania. Moi, c'est sûr, c'est avant l'aspect de l'enquête. Là. Moi, c'est sûr, quand il y a une enquête, je commence à être un peu moins présent là, avec ce que je propose. Mais si on peut prévenir, éviter ça, de penser que je fais partie du cycle d'une gestion de conflit, je trouve ça le fun de pouvoir être associé à ce cycle-là, cette approche-là. Effectivement, tu as vu juste dans notre thème, au-delà des conflits. C'est très clair. Mais moi, j'ai aussi de l'intérêt parce que, bien évidemment, ton livre, on en a parlé en introduction, on va en parler, bien évidemment. Une des choses qui m'a le plus étonnée, puis on ne dévoilera pas l'ensemble du livre, là, parce qu'il faut laisser les gens pouvoir... Ah oui, OK, parfait. Mais une des choses c'est pas vraiment policier, là. OK. Il n'y a pas une fin là, à laquelle il ne faut pas révéler. Il y a une histoire dedans, là, mais c'est comme un répertoire aussi, si on peut se promener dedans. Là. Des fois, les gens disent j'ai beaucoup de livres à lire. Je dis, ça tombe bien, c'est pas un livre, tu es obligé de lire du début à la fin. Tu peux te promener comme ça, que tu peux tout dévoiler. OK, mais je me lance. Oui. Dans ta prélude, tu expliques que tu te considères toi-même comme ayant été une personne avec des traits difficiles, une personnalité difficile dans un de tes premiers emplois. Oui, tout à fait. Moi, c'était le côté passif-agressif. Donc, Julie, épisode 2, en fait, on a reçu Elisabeth Petit, qui est une collègue et amie. Donc, c'était un petit peu moins challengeant, peut-être. Ou je sais pas, est-ce que moins? Ça l'était moins. Ça l'était, oui. Pour moi, c'était différent parce que je la connais
d'un point de vue aussi personnel. Oui. Fait que je me demandais justement, est-ce que ça aurait de l'air trop, tu sais, friendly, hein, Okay. tu sais, je pense que c'était ça mon défi autour de tout ça. Puis je me disais, je le sais ce qu'elle pense. Oui, on connaît ses réponses. On sait d'avance, tu sais, comment elle pense. Fait que je voulais être sûre de ne pas lui mettre des mots dans la bouche. Fait que ça a été mon défi, mais c'était extraordinaire avec Elisabeth. Oui. Ouais. Elle a embarqué, c'est une des premières à qui on a parlé. C'était notre premier oui? Ah oui, c'était, ouais, quand on l'a approché. On s'est arrangé quand même pour pas avoir des noms. On a demandé des gens qu'on connaissait bien au début. Bon, il n'a surtout pas donné le choix. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On n'a pas donné le choix à Elisabeth. Mais cette relation-là qui nous permettait de le faire. Oui, exactement. Fait que c'était le fun avec Lisette. Oui, c'est vraiment le fun. Donc, on a parlé des biens conscients, l'influence dans les conflits. Mon coup de cœur, c'est vraiment une phrase qu'elle a dit « Qu'est-ce que l'autre voit que moi, je vois pas? » On prend souvent l'allégorie de changer de lunettes, etc. Oui. Moi, j'adore changer de lunettes. Là. Oui. Mais dans la vraie vie, comme au sens propre puis au sens figuré. Donc, qu'est-ce que l'autre voit que moi, je vois pas? Qui amène beaucoup de perspectives, justement, quand on vit une certaine tension avec un collègue ou avec un employé qu'on comprend pas puis qu'on aurait le goût de dire « Ah, ben, tu sais, c'est un comportement difficile, justement. » ou on a donc bien de la difficulté avec cette personne-là. Donc, pour moi, c'est un beau baume sur le cœur qui devrait être tatoué ou en tout cas mis en publicité un peu partout en campagne. Qu'est-ce que l'autre voit que moi, je vois pas? Donc, c'est vraiment mon coup de cœur. Toi, de ton côté? Ça me fait réaliser, oui, c'est un coup de cœur, mais ça m'a également fait réaliser à quel point les billets, comment notre cerveau humain fonctionne. Et ça me fait réaliser à quel point le cerveau est lâche. Hein? Le cerveau aime ça, les shortcuts. Le cerveau aime ça, la rapidité. Fait qu'on dirait que pour lui, c'est rassurant d'être dans ses billets. Puis la réflexion que j'avais derrière ça, c'est l'importance, encore une fois, de faire une certaine introspection. Parce qu'on en a toutes des billets. Oui. Depuis notre jeune âge, on a des billets. Notre famille, nos amis, on est entouré de billets. Fait que comment, dans une notion de conflit, je peux justement un peu faire taire mes billets, mes perceptions? Ça, moi, ça a été mon takeaway. Mais on revient aussi avec la conscience de soi. Au bout du compte, tout est dans tout, des fois. Bien, le conflit humain, effectivement, là, ça part un petit peu de soi, effectivement. Fait que ça a été un de mes coups de cœur au niveau du podcast sur les billets avec les conflits. Bien, je pense que c'est un coup de cœur partagé parce que moi, ce que j'ai reçu comme commentaire des gens, c'est qu'il y avait encore énormément d'appétit pour explorer d'autres biais que ceux qu'Elisabeth a abordés au niveau de l'épisode. Donc, il y a encore une soif de découvrir les biais, leur impact dans le relationnel. Des biais, il y en a, puis probablement qu'ils vont s'en découvrir encore à travers le temps. Il y en a énormément. Donc, c'est un sujet qui peut être intéressant pour la suite, là, pour être en mesure de mieux comprendre, puis également les catégories de biais, les biais individuels, les biais interpersonnels, les biais intergroupes, puis de quelle façon tout ça, par exemple, dans une culture de clan, on pourrait dynamiser différentes entrevues là, avec... bon, il y en aurait encore une fois pour longtemps. On ne manquera pas de sujet, c'est ce qu'on vous disait tantôt. Mais j'ai vu, ou je sais, en tout cas, il faudrait voir si la référence est encore là, mais il y a une boussole numérique. De mémoire, c'était avec l'Université Laval. Puis je vous invite à aller googler on mettra le lien. Avec le lien, on va mettre le lien. Mais est-ce que c'est important? Tu peux passer un test, un questionnaire, et ça te donne un peu une cartographie de tes billets. Fait que ça peut être notre propre profil, mais également de nos biais, mais aussi de nos comportements inclusifs vers lesquels on tend le plus. Fait qu'il n'y a pas juste le côté négatif de la chose dans le... Bon, disons négatif, là. Mais il y a le côté également, est-ce que j'ai tendance à favoriser des comportements plus inclusifs de tel type, etc. Donc, oui, on mettra la référence, c'est intéressant. Puis, cette boussole-là contribue à la recherche là, sur l'inclusion, puis les biais cognitifs. Donc, à chaque fois qu'on participe au questionnaire, on accepte là, de contribuer à la recherche. Je trouve que c'est donnant-donnant, puis c'est vraiment une belle plateforme pour aller plus loin, justement, parce qu'il y avait encore une soif là, de découverte par rapport à ça, sans nécessairement toujours lire des grandes lectures, etc. Puis un petit rapport là, sympathique. Là, oui, moi, le rapport, tu sais, parenthèse autour de ça, moi, je me suis même surprise, tu sais, travaillant depuis des années au niveau de l'équité, diversité, inclusion, conflit également, à quel point j'en ai des billets. Alors, tu sais, c'est humain d'en avoir. Je pense que l'idée, c'est plus d'en prendre conscience pour se régulariser. Là, plus vite on l'accepte, plus vite on est capable de passer par-dessus puis de se rendre compte qu'on déconstruit aussi ces biais-là à travers le temps. Il faut se donner le temps.
comme question qu'on aurait pu poser à Elisabeth, qu'on n'a pas eu le temps. Eh mon Dieu, on est tellement tapeux, là. Ouais. Tu me surprends avec ta question. T'en as-tu une, toi, déjà prête pendant que je réfléchis? Moi, ce que j'avais envie de voir, c'est que il y a eu, dans les derniers mois, une certaine polarisation, je trouve, dans les médias. J'aurais été curieuse de voir sa lecture de ça, parce que ça fait des années qu'elle travaille en inclusion, ça fait des années qu'elle travaille aussi avec les billets pour rendre les milieux de travail les plus inclusifs possibles. J'aurais été curieuse de voir sa lecture de la polarisation de ce qui se passe actuellement. Ouais. Bien, c'est sûr que plus il y a de polarisation, plus il y a d'incivilité, j'oserais prétendre que plus il y a de biais qui se cachaient en dessous de certaines incivilités ou microagressions. Donc, ça, c'est mon hypothèse de base de ce côté-là. Là. Mais, là, j'ai ça comme idée qui m'est venue dans puis puis pas 2025 a été une année quand même relativement difficile au niveau de l'équité, diversité, inclusion avec nos voisins du Sud et différentes décisions politiques là, qui ont été prises. Puis une forme de recul, là, on va se le dire. Ah oui, on va se le dire. C'est pas vrai qu'il n'y avait pas de recul. Là. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'on l'a tourné, je pense, en début d'année, Elisabeth. Puis ensuite, on a eu cette année, le printemps qu'on a connu et l'été qu'on a connu. Alors oui, ce serait une des questions que je lui aurais posées. Y en a-t-il une qui te vient en tête? Bien là, je pense que c'est la meilleure. Je vais te la laisser. Ah oui? Faut savoir s'abaisser. Ah oui, mais écoute, mais c'est vraiment une curiosité. Veux pas, on est énormément sur les réseaux sociaux. Puis je remarque et je constate à quel point il y a une polarisation. Fait que c'était clair que les billets me posaient. Moi, on m'a souvent posé la question quand les gens n'étaient pas habitués avec le langage. Comme le mot billet, j'en ai plusieurs. Je pense à Mélanie, là, si tu nous réécoutes. Là. Mélanie me dit, mais j'ai compris c'était quoi un billet, après quelques minutes d'écoute. T'sais. Fait que si tu avais vulgarisé le mot billet, Tania, tu le décrirais comment? Bien, en fait, on est vraiment dans le raccourci cognitif parce qu'on a trop d'informations à traiter, puis on prend justement à gauche alors qu'on aurait peut-être dû aller un petit peu plus tout droit dans la réflexion pour aller justement plus rapidement. Fait qu'on va aller faire des raccourcis. Ben oui, j'ai déjà rencontré une personne qui porte telle caractéristique commune avec l'autre personne, donc elle est pareille, tu sais. Mais oui, effectivement. Puis ça vient un petit peu vers ce qu'on disait au départ que on s'attendait à s'adresser davantage, je pense que c'est encore majoritairement des gestionnaires, des professionnels des ressources humaines, mais l'audience est un peu plus élargie que nos attentes. Donc, effectivement, nous, on a peut-être cette même réflexion-là de garder en tête de mieux vulgariser certains termes ou de mieux définir avant d'embarquer dans un sujet qui peut être complexe pour les non-initiés, finalement. Oui, exactement. Puis c'est notre objectif de le rendre disponible à plus de personnes possible. Mais oui, c'était un des commentaires de Mélanie qui m'a écrit à ce sujet. Qu'est-ce que je lui aurais demandé aussi à Elisabeth, c'est comment je peux les repérer, mes billets, en temps réel? Bien, tu sais, je pense que cette belle phrase qu'elle nous a laissée de « qu'est-ce que l'autre voit que moi, je vois pas », moi, je trouve que ça en est un petit mantra qui nous permet de... Quand quelqu'un ou une situation nous challenge, pourquoi elle me challenge? Puis pourquoi l'autre, il tient mordicus à cet angle de vue-là? Tu sais, quand on dit le débat d'idées. Bon, bien, le débat d'idées, ça peut déraper. Tout comme ça peut être très respectueux, tout comme ça peut déraper. Mais quand on voit qu'il y a une tendance à le déraper, c'est qu'est-ce qui fait que l'autre, il tient encore puis il ne tombe pas dans une zone de compromis ou que moi, je ne vois pas qu'il essaie de tomber dans une zone de compromis et je résiste. Puis souvent, il va avoir un biais relié à la personne ou pas, mais ça peut être intéressant d'aller... Mais c'est ça, ça demande de se poser la question, ça demande d'introspection, ça demande de ralentir. Aussi. Tu sais, des fois, de dire, bien, aussi, sais-tu, on va reporter la discussion, on se revoit demain. Oui, c'est exactement... On va dormir là-dessus. C'est ce que j'étais pour mentionner. T'sais, prenez le temps de déposer votre besoin, prenez le temps de déposer l'émotion, quitte à l'écrire, mais gardez-vous du temps
le digérer, hein, tu sais, un petit 24 heures. tu sais, Ben, on de est se dire, beaucoup ah, dans, tu sais, tout est instantané. On veut que Oui. quelqu'un réponde à notre courriel tout de suite, à notre Teams, à notre Oui. téléphone, à notre texto. Puis, tu sais, Oui. très connecté vers l'extérieur, mais ça demande de se reconnecter un peu à soi. soi. Oui. Donc, là, je suis pas psychologue dans la vie, là, mais n'empêche que de revenir un petit peu plus vers soi pour être en mesure de, OK, qu'est-ce qui m'a challengé? Oui. C'est-tu mon ego qui se sent menacé, qui fait en sorte que je laisse plus? Oui. C'est-tu ça qui fait en sorte que je veux pas que telle personne, parce que cette caractéristique-là de sa personnalité, je l'aime pas, ou Oui. c'est un attribut, puis ça c'est pas quelque chose qui m'attire ou sur lequel j'ai confiance, ou encore j'ai déjà des préjugés de ce côté-là, puis ça vient dans la situation professionnelle, ça vient prendre toute la place finalement, puis on n'arrive plus. C'est parce que toucher le rationnel, quand il y a trop d'émotions, on n'y arrivera pas. On n'y arrive pas. Mais je pense que ça fait réfléchir collectivement que l'humain est complexe. Hein? L'humain a sa complexité dans son ensemble. Puis, tu sais, on a rencontré d'autres personnes dans la saison aussi où est-ce qu'on dit nos gestionnaires ne peuvent pas savoir ce qu'ils ne savent pas. Fait que cet élément-là, je pense qu'on va l'entrecouper tantôt là, dans nos take-away des prochains épisodes. Oui, puis en même temps, on communique avec beaucoup plus de personnes que ce qu'on est conçu pour. Tu sais, on a des gens sur les réseaux sociaux, on a des gens au travail, on a des gens dans notre vie personnelle. Ça fait beaucoup de bruit pour ce qu'on est capable de gérer comme relation. Fait que, tu sais, ça aussi, si on se donne pas le temps, juste tout ce qu'on peut être exposé sur les réseaux sociaux, c'est énorme, là. Donc, ça fait du stimuli puis du bruit. Puis après ça, quand il arrive une relation plus proche, au travail ou dans la vraie vie, dans la vie personnelle, parce que le travail, c'est dans la vraie vie quand même, mais tu sais, justement, hors réseaux sociaux, ben cette émotivité-là, il n'y a pas une porte d'entrée puis une porte de sortie, là, c'est la même chose, là. Donc, ça peut nous transporter un peu plus sur une émotion vive. Mais j'espère résonner, que les gens vont réécouter, dans le fond, l'épisode avec Elisabeth avec un regard différent. Dans ce temps-ci où est-ce que, justement, on parle de polarisation, je pense que c'est important qu'on prenne le temps collectivement d'aller réécouter cet épisode-là avec un autre angle de vue. Puis Elisabeth est toujours intéressante à entendre. Vraiment. C'est parce que c'est notre amie, mais oui. non. Tous nos invités ont été très intéressants. Ah, c'était le fun. Ici. Est-ce que je m'assure que lorsque j'entends une parole, je ne suis pas biaisée sur une idée préconçue, un stéréotype? Oui. Le livre aussi est super intéressant sur le fait qu'il parle des systèmes d'oppression et les privilèges. OK. Et il ne faut pas retirer l'ampleur que ça a dans les schémas de conflit. C'est-à-dire que notre société est bâtie sur des privilèges et un système d'oppression. C'est très tabou, hein? Tu le vois-tu dans ta pratique? C'est extrêmement tabou. Mettez un warning dans votre podcast. Warning, attention. Ça va faire mal. Discussion difficile en cours. On parle de privilège. Tu sais, puis j'utilise pas le privilège blanc, mais la vraie nomenclature, c'est de white privilege. Ça a été sorti aux États-Unis d'abord, mais puis il y a beaucoup de choses qui nous viennent des États-Unis, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui quittent les États-Unis actuellement. Fait que restons des leaders. Mais bon, je me ramène. Mais toute cette idée de système d'oppression et de privilège, ça a aussi modulé nos droits de parole, nos moments où on écoute quelqu'un, où on interagit, la façon que j'ai d'accepter ton point de vue différent. Par exemple, le rapport à la hiérarchie fait que certaines personnes n'osent pas dire leurs opinions ou d'autres personnes n'écoutent pas l'opinion des autres. Et que tout ça, c'est structurel. Alors, c'est une référence à ne pas manquer. Alors maintenant, Tania, épisode 3 avec Mélina. Oui. Moi, ça a été une découverte. Je ne la connaissais pas, à part à travers son réseau. Fait que Mélina, l'angle qu'elle nous a apporté, c'est les zones grises et la gouvernance au niveau RH. Les documents d'encadrement, les politiques, c'est tout ce qui peut avoir de l'air plate, mais qu'au bout du compte, moi, c'est mon coup de cœur, c'est une politique, c'est stratégique. Quand c'est bien fait, là, quand c'est fait comme il faut, avec la bonne intention, c'est ce qui va amener justement une certaine stabilité dans la façon dont on va faire les choses par la suite pour réduire les tensions ou les prévenir. Donc, c'est mon petit coup de cœur avec Mélina que je connais depuis quelques années. On a, professionnellement et personnellement, on s'est vu quelques fois. On va prendre des marches ensemble. C'est le fun, ça. Ça fait du bien se ressourcer en marchant. Y a-t-il des éléments
qu'après coup, tu disais, j'ai pas eu le temps de poser la question à Mélina? Moi, j'ai beaucoup aimé qu'elle aborde le manuel du gestionnaire, le guide du gestionnaire. Et ce qui me vient, puis peut-être plus dans l'angle de ma pratique, parce que, tu sais, dans des enquêtes de harcèlement, souvent, on va questionner le droit de gestion. Est-ce que le gestionnaire a fait de l'abus de pouvoir? Est-ce qu'on était dans un exercice légitime du droit de gestion ou encore dans un abus? Oui. Mais comment, à travers probablement qu'elle aurait eu bien des choses à dire, mais comment le manuel du gestionnaire peut venir soutenir l'organisation à encadrer l'exercice respectueux du droit de gestion? Oui. Parce qu'il faut leur mettre dans les gens l'impression, les gestionnaires ont l'impression d'avoir perdu le des droit droits. de gestion, puis de dire, Oui. ben là, coudonc, là, tu sais, j'ai juste dit, bon, dans l'évaluation du rendement, que ça se passait pas aussi bien que tu penses, tu sais. Puis là, je me retrouve avec une plainte d'HP. Fait que, tu sais, on va avoir des gestionnaires qui ont de la difficulté à appliquer finalement leur droit de gestion parce qu'ils ne savent plus trop puis ils ne veulent pas se retrouver. Et c'est stressant pour tout le monde, hein, tu sais, être mis en cause quand on est gestionnaire d'une plainte de harcèlement, c'est pas plaisant. Tu dis, là, j'ai essayé juste de faire ma job. Ça veut pas dire que la plainte va être recevable, ça veut pas dire qu'elle va être fondée, on s'entend, mais c'est quand même stressant. Puis c'est comme, ben voyons, j'ai juste essayé de faire ma job au mieux, puis je me retrouve avec la canne de la tête, là. Puis on l'entend souvent dans des organisations. Tu sais, il y a comme un triangle entre le gestionnaire, les RH et l'employé. Puis après, le plus grand défi, c'est de faire en sorte que cette relation-là se rétablisse, là, parce qu'on ne veut pas aller jusque-là. Fait que c'est pour ça que Mélina, je pense, son message, il disait « Structurons-nous dans notre organisation. Ayons un plan de gouvernance. Oui, c'est ça. Ayons des politiques, des procédures. Ayons un manuel du gestionnaire. » Fait que c'est d'ôter toutes ces zones grises-là qu'il peut avoir. Il y en aura toujours des zones grises, là, mais d'ôter le maximum de zones grises. Puis pour moi, le takeaway, c'était... Puis je pense que les yeux se sont mis à briller avec des étoiles dans les yeux quand elle a parlé que ça devenait stratégique. De faire tout ça, même si on disait qu'au début, des fois, les équipes ressources humaines disaient « Ah, mon Dieu, j'ai pas le temps de structurer ça. Ah oui, non, à quel point ça devient stratégique, puis à quel point on peut coller ça avec une planification stratégique de l'organisation. » Alors, tout cet élément de construire la base, puis la faire solide pour s'assurer que quand on ajoute des fondations, des étages, bien, que la base est bien comprise. Fait que on veut aller vite, je pense qu'on le dit souvent, mais de se ramener à dire « Attends un petit peu, je vais prendre le temps de prendre le temps. » C'est mon expression que je dis souvent. Il faut prendre le temps de prendre le temps, parce que si on ne le fait pas, le temps qu'on va avoir à récupérer tout cela en gestion, en rencontre d'employés, va coûter plus cher. Vont nous coûter vraiment plus cher que si on travaille sur la gouvernance à la base. Fait que moi, ça a été le fun. C'était pas juste une case à cocher. J'ai fait ma politique HP, j'ai fait ma politique sur le télétravail, j'ai fait ma politique, tu sais, j'ai un plan qui est derrière ça, puis j'ai une gouvernance. Fait que moi, mais j'aime ça t'entendre là-dessus parce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle où c'est facile de dire, ben je vais demander à ChatGPT de me faire une politique. Oui, mais comment tu vas la rendre stratégique si c'est pas toi qui l'as écrit? Jusqu'à un certain point, s'aider un peu, ça va. Mais il y a un moment où il faut l'amener ailleurs si on veut qu'elle soit stratégique. Puis c'est pas vrai que c'est l'intelligence artificielle. Ça fait que le rôle du professionnel, de la professionnelle en ressources humaines demeure important et pertinent pour élever cette posture-là de stratégique pour pas laisser je dirais, la profession devenir juste opérationnelle. Là, non, c'est tout à fait l'inverse. Hein? Je pense que l'IA, on peut l'utiliser, embauche, départ, invalidité, puis c'est fini là. Et s'il vous plaît, le professionnel RH qui nous écoutez, le ChatGPT, s'il est utilisé parce qu'il est utilisé, travaillez-le dans l'opérationnel, surtout pas dans des choses stratégiques. Hein? Bien, c'est ça, c'est de ramener justement ce petit coup donner une forme de structure de base. Bon, ça va. C'est un peu comme utiliser un gabarit, mais du gabarit copier-coller, ça ne deviendra pas plus stratégique. Non, que ce soit IA ou gabarit, on arrive à la même place. Donc, ça aurait été intéressant d'aller creuser ça aussi. Oui, quand même. Ah oui, non, ça a été un épisode, qui a été vu énormément. Tu sais, je pense que la communauté de Mélina la suit depuis des années et on le voit. Puis son discours répond à un besoin. Je pense que ça a résonné chez plusieurs personnes qui ont fait « Ah oui, les ondes grises! Vous êtes souvent dans le gris, les RH. » Fait que c'est souvent le constat qu'on est dans le gris, mais elle
elle disait, non, mais travaillons justement autour pour que cette zone grise-là ne soit plus aussi importante dans les organisations. Fait qu'une case à cocher versus la réflexion stratégique, moi, ça a vraiment été mon takeaway. Ouais. Moi, ce que j'aurais peut-être été curieuse de lui poser, c'est comment on peut apprendre, tu sais, à nos gestionnaires, malgré un guide du gestionnaire, là, à travailler dans le flou, tu sais. Comment on peut les emmener, hein? Parce que souvent, ils veulent que ce soit noir ou blanc, puis l'humain étant ce qu'il est, il y a un spectre de biais, il y a un spectre de personnalité, il y a un spectre de valeurs. Fait que ça aurait été mon questionnement, parce qu'effectivement, ça ne peut pas toujours être noir ou blanc. Non, c'est ça. Fait que comment on peut les aider? Moi, j'ai déjà fait de l'impartition dans une organisation où on avait justement le manuel du gestionnaire, etc. Puis on prenait toujours un 5 à 8 minutes. Il fallait vraiment que ça soit court dans les réunions de gestion pour prendre une situation dans laquelle il y avait du flou, puis la discuter dans le groupe. Le gestionnaire ou la gestionnaire présentait ce qui s'était passé. Le guide me donne cette latitude-là, mais c'était encore un petit peu trop gris. Donc, la décision que j'ai prise, c'est ça pour telle raison, puis d'avoir la discussion avec les autres de comment vous trouvez ça. Ah oui, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne saurais pas où vous allez là, tu sais. Puis, ils développaient des compétences, là. Un peu comme un co-développement. Oui, mais tu sais, très, très micro. Mais en même temps, avec la constance, puis le fait de juste amener la réflexion de « Hey, l'autre, il a vu ça de même, puis moi, je ne l'aurais pas vu comme ça. » En tout cas, moi, je pense que c'est une piste intéressante, mais Mélina, elle nous aurait peut-être amené totalement ailleurs. Moi, j'avais aimé cette pratique-là, justement, puis j'aimais... C'était un de mes moments que je préférais dans la semaine, c'était d'assister à ces meetings-là pour justement enrichir ce leadership-là, puis cette autonomie-là de développement de compétences de gestion. C'était une organisation, c'était comme un beau classique, là, des personnes techniques qui étaient bons et bonnes, qui ont été promues, puis allez-y les amis, là. On a confiance. C'était en mode coaching, question ouverte, on allait chercher les faits. Exact. On allait casser un petit peu les perceptions. Puis ça permettait également d'aborder, entre autres, les biais. On va revenir sur d'autres choses, ou les profils à comportement difficile, parce qu'il y a des gens qui finissaient inévitablement, à un moment donné, à dire « OK, mais si ça avait été Jean-Pierre dans mon équipe, j'aurais pas vu ça de même. » Totalement. Je suis d'accord avec tes décisions, toutes sauf... Fait que là, ça te permettait d'aborder « OK, pourquoi pas avec Jean-Pierre? » Qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui explique? Puis là, finalement, de détacher la personne de la situation, puis de... c'était pas toujours parce que son dossier disciplinaire à Jean-Pierre il était XY. Là. Des fois, c'était vraiment une question de oui, mais c'est un comportement difficile, ou oui, mais c'est un ci, c'est un ça. Donc là, on allait déconstruire soit des biais, soit des perceptions, mais pas juste la RH par rapport au gestionnaire. C'était le groupe aussi finissait par amener de oui, mais Jean-Pierre, il est aussi ça, de positif. Puis c'était le groupe qui amenait ça. Comme un 360, mais pour de vrai, j'aime ça. J'aime vraiment l'idée. C'est pas moi qui venais rabattre le caquet, là. Donc, ça aussi, ça venait créer une dynamique différente, que ça soit quelqu'un d'autre, le groupe, qui dit « Ouais, mais Jean-Pierre, tu te souviens-tu, quelqu'un qui a eu ça, c'était le premier à lever la main pour aider. » Il était on. Tout d'un coup, tu sais, Jean-Pierre, on l'a vu autrement, là. Donc, remplacer Jean-Pierre par n'importe quel prénom, là, mais je sais pas, tu sais, on va être curieuse de... on lui posera la question à Mélina, hein, mais oui, je pense que c'est une bonne exemple. C'est un exemple concret dans les organisations. Justement, quand je dis on parle de zone grise, mais tu arrives avec un exemple complètement concret de l'utilisation qui peut être fait dans les organisations. Puis comme responsable ressources humaines, d'avoir le réflexe de poser des questions ouvertes dans ce cas-ci pour éviter d'être dans la généralité et dans un billet gros comme le bras, là, de poser les questions ouvertes, de faire des miroirs, faire réfléchir justement, tu sais. Dans quelle mesure il a constaté cet élément-là? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Est-ce qu'il a eu l'occasion d'en discuter? S'il ne l'a pas fait, pour quelle raison il ne l'a pas fait? Qu'est-ce qui lui manque? Fait que d'encadrer dans notre mou, dans notre flou, c'est une très bonne suggestion. Sprint et au début de la rencontre. Donc, c'est pas après le varia parce que c'est pas important puis on y retournera pas parce qu'on a dépassé de toute façon le temps. En le faisant au début, mais en s'engageant pour que ça soit quand même une discussion en mode sprint, t'es sûr qu'elle a lieu, puis ça devient une habitude de se poser des questions moins financières, moins matérielles, moins plus humaines. Donc, le changement de culture de gestion se progresse aussi. Donc, c'était un beau cœur, cette pratique-là. Oui. On va ajouter quelques extraits, d'ailleurs, de Mélina. On va essayer de trouver des angles qui arrivent avec nos questions qu'on avait pour elle.
Uniforme. Tu sais, on est là aussi dans notre application. Puis, outre ça, on va mettre des fois des belles politiques, procédures, des mesures en place, par exemple, conciliation famille-travail. Oui. Mais on a une culture qui ne vient pas soutenir ces mesures-là. Donc, on a une culture de facturation, on a une culture de présentéisme. Oui. Et donc, quand Julie veut se prévaloir d'une mesure, ben là, Tania et moi, on la regarde avec des gros yeux parce que pourquoi qu'elle s'en va? Exactement. Elle lâche l'équipe, là. Hein? Ben, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, les gens n'utilisent pas ces mesures-là en place. Fait que c'est des coups d'épée dans l'eau qui servent à rien parce que, dans le fond, on n'a pas fait d'adéquation. Tu sais, je revenais tantôt, là. Descendons, rattachons finalement nos documents d'encadrement avec les axes stratégiques, avec les valeurs, avec les comportements clés qu'on veut pour assurer une cohérence. Fait qu'on est mieux d'en faire moins, mais de bien les faire, que de tout faire, puis s'épivarder partout, parce que là, c'est la tendance. Puis moi, les tendances éphémères, je ne crois pas à ça. Quelle est la tendance éphémère du jour? Il y en a plein. Il y en a trois. Ce sera le sujet du prochain balado. C'est ça. Donc voilà, fait que dans le fond, dans le plan de gouvernance puis le plan de communication, c'est de se dire, d'avoir des points de contrôle. Puis c'est sûr que quand il y en a un qui l'échappe, ben, on n'attend pas qu'il y en ait trois qui l'échappent avant de réagir. Puis souvent, c'est peut-être plus juste une personne que d'autres. Il y en a qui ont peut-être besoin de plus de coaching, plus de soutien. Puis à ce moment-là, on est capable de bien naviguer là-dedans. Mais effectivement, pousser des documents pour pousser des documents, ça ne sert à rien. Puis les gestionnaires ne veulent pas ça. Eux aussi, ils veulent être plus outillés. Tu le mentionnais dans l'autre épisode. Ah oui. Tu sais, c'est un besoin. C'est un besoin. Puis tu l'as nommé, on parle beaucoup du guide de l'employé. Je t'entends parler du guide du gestionnaire. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus parce que moi, ça me parle énormément. Tu sais. Donc, Julie, épisode 4, c'était ton contact, une personne que toi, tu connaissais, moi, que je connaissais pas, mais j'ai adoré entendre et surtout le dynamisme de Denis, qui est venu nous discuter de sa longue carrière, finalement, au niveau des syndicats, de l'autre côté de la table de négo, un épisode que, je les ai tous aimés, là, je l'ai aimé aussi. Elle était surprenante. On s'est questionné, hein, comment on pourrait aborder le sujet. On a entendu tellement parler, puis on entend encore parler énormément de l'impact des grèves, de lockout. Fait au niveau du conflit dans les organisations, là, il y a vraiment quelque chose qui se trame. Et on avait envie d'avoir un représentant syndical. Puis, écoute, Denis a été extraordinaire. Là. Il était aux Îles-de-la-Madeleine. Je lui ai écrit, Denis, je le sais que tu es à la retraite, Denis, mais j'aimerais ça que Viens nous parler. Viens nous parler. Là. À quel moment tu reviens des Îles-de-la-Madeleine? Parce qu'il y a une maison, je pense qu'il fait la location même de chalet dans ce coin-là. Fait que, Denis, viens nous parler parce que notre perspective du conflit, ça fonctionne avec ça. On ne pouvait pas ne jamais aborder le syndicat. On pouvait pas, tu sais. Fait qu'il a été super généreux, il a été super dynamique comme toujours. Moi, je l'ai connu d'une manière professionnelle et c'était le même Denis que dans nos relations, dans nos comités de relations de travail ou quand on était en négociation de convention collective. Fait que j'ai reconnu, tu sais, cette personne-là, il n'a pas été différent parce qu'on était dans un enregistrement d'un balado. Fait que ça, il n'a pas été différent, mais on se le disait justement à micro fermé, il a probablement eu une plus grande liberté dans sa posture du fait d'être retraité aussi. Possiblement. J'y ai pas posé la question. Ça serait on l'a présumé. On a présumé, malgré que toujours été très, très ouvert et transparent. Mais effectivement, je me suis questionnée à savoir s'il aurait été toujours actif dans une centrale syndicale. Est-ce qu'on lui aurait laissé la liberté de venir s'asseoir avec nous? Fait que c'est clairement un des questionnements qu'on a eu, qu'on a échangé tous les deux, mais nonobstant ça, très, très, très heureuse de l'avoir eu. T'sais. Je te dirais que quand j'ai réécouté l'épisode, on était dans une période de l'année où est-ce que le ministre Boulay parlait de la loi, c'était-tu la loi 85? 89? 89, oui, je me trompe tout le temps. Je pense que c'est à 89, effectivement. Fait qu'on l'a juste survolé avec lui, tu sais. Puis c'est peut-être parce qu'il est un fin négociateur puis qu'il a répondu, il n'a pas répondu à la question. Je taquine Denis, là, mais ce bout-là, j'aurais été curieuse de voir dans quelle mesure ça va chambouler nos relations de travail avec le syndicat. Fait que c'est une question que, Denis, tu peux m'écrire. Dis-nous que dans quelle mesure tu crois que ça aurait pu changer. On pourra l'ajouter ou le faire revenir l'année prochaine. Oui, bien ça, il y aurait carrément, parce qu'effectivement, puis même dans les dernières semaines, avec les médecins, etc., les moyens de pression qui deviennent recadrés par les lois, bref.
Ah oui, moi, j'ai pas simple. vraiment l'impression, dans les dernières années, je visitais l'Europe pour le travail assez régulièrement. Et une fois sur deux, je me retrouvais à Charles de Gaulle et qu'il y avait des manifestations citoyennes qui faisaient en sorte que je n'étais pas capable de me rendre à mon aéroport, tu sais. Puis je dis mon aéroport. L'aéroport, hein? je n'ai pas d'aéroport. Je me sentais vraiment impliquée. Mais il y a le volet aussi média qui fait en sorte qu'on voit souvent tout ce qui est ça nous plus c'est sûr. sensationnaliste que tout ce qui se décide et ce qui se signe à porte close, mais je le vois énormément. Mais c'est des très gros dossiers qui passent dans les médias. Fait que c'est sûr, c'est impressionnant. Puis quand ça touche la fonction publique, les gens se sentent impliqués parce que justement, ben, c'est leurs impôts, et etc. Fait que cette perception-là change également. Donc, une loi comme celle qui est proposée, elle n'est pas... Au moment qu'on enregistre, elle n'est pas adoptée à notre connaissance. Non, on aurait entendu parler. On aurait entendu parler, oui. On aurait entendu parler plus que ça. Donc, ça aussi, là, tu sais, ça vient quand même chambouler une forme de tradition également. Oui, c'est ce qu'il mentionnait, Denis. Hein. Il y a traditionnellement une espèce d'équilibre dans les rapports de force et dans les droits, surtout. Hein, on pense à des années où est-ce qu'il y a eu des abus, on ne se le cachera pas. C'est pas arrivé pour rien. C'est pas arrivé pour rien. Historiquement, Mais en même temps, ça demande aux organisations et aux employés et aux centrales syndicales de trouver un moyen de se parler, de dialoguer. Je pense que dans le contexte économique qu'on est actuellement au Québec, au Canada, avec les tarifs douaniers, on n'a pas le choix de serrer les coudes comme organisation et trouver des solutions qui vont être porteuses de part et d'autre. Bien, tu m'amènes en fait à mon coup de cœur de l'épisode, c'est vraiment de voir le syndicat comme un partenaire. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup plus dans les derniers 2 ans que ce que j'ai déjà entendu de... Oui, on est dans un milieu syndiqué, mais ici, le syndicat, c'est un partenaire, il va être impliqué dans la démarche, les communications vont également être soutenues par le syndicat, puis je suis comme, wow! On l'entendait pas. On l'entendait moins. Oui, beaucoup moins. On l'entendait moins. T'sais. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que lorsqu'on a parlé du maraudage, et à savoir que certaines centrales syndicales, dans le fond, ont des plans stratégiques pour aller chercher d'autres organisations, puis pour aller chercher des cotisations syndicales. Cet élément-là, moi, je me suis dit, OK, t'es un petit peu là, dans quelle mesure, les fois, les syndicats travaillent sincèrement, certaines centrales, pour leurs membres, versus, pour aller chercher de l'argent supplémentaire. Moi, ça a été mon questionnement. Alors, j'ai été chanceuse, je crois, j'ai été privilégiée d'avoir des gens du côté syndical avec lequel il y avait une ouverture, qu'il y avait une transparence, mais d'être dans le milieu de la santé publique, avec des syndicats qui sont des fois un petit peu plus différents, peut-être, gourmands, on l'a vu, là. C'est une autre facette. C'est complètement une autre facette qui m'a fascinée. C'est le behind the scene, là. Moi, c'est quelque chose à laquelle je me doutais. Mais quand ça a été nommé, je fais OK, on est dans une réalité complètement différente. Tu vois, moi, sujet beaucoup plus tabou, puis ça vient aussi avec des commentaires de l'audience que j'ai eue, mais l'ego, la place de l'ego, justement, dans ces conflits de travail-là, puis, tu sais, veux pas la personne qui nous représente, parce qu'on va voter pour des membres du syndicat dans notre employeur, puis on a tout un ego différent ou une adhésion aussi différente à ça. Donc, cette saveur-là que ça donne sur la table de négo également. Oui. C'est pour ça qu'il faut souvent mettre l'ego de côté, se dire c'est quoi le meilleur intérêt pour. Hein? Oui. Et c'est là que la relation de confiance, je pense que c'était ça aussi avec Denis, c'est ce qu'il mentionnait aussi dans les gens, les organisations qui accompagnaient. Si la confiance à la base n'est pas là, si on ne crée pas un lien de confiance, ça va être difficile ensuite de baisser un peu nos gardes et mettre l'ego de côté au nom de la collectivité, au nom de la meilleure idée. Hein, oui, parce qu'au bout du compte, c'est ça. C'est l'autre qui a eu l'idée, mais non, c'est laquelle qui est la meilleure pour tout le monde, ou pour le plus de personnes. Oui, exact. Ça aussi. Donc, bel épisode vraiment. Sur lequel on va également laisser un extrait. Oui. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que mon travail, c'était un peu de créer du bonheur. Essayer de créer du bonheur. Alors, dans les négociations collectives, c'est un peu ça aussi qu'on essaie de l'objectif, c'est d'abord, on a des mandats qui nous sont donnés par les gens qu'on représente. Puis c'est de voir comment on peut
on peut arriver à faire en sorte que, en discutant avec notre vis-à-vis, qui est la partie patronale, on peut faire atterrir quelque chose d'intéressant. Il faut que ça soit aussi intéressant pour l'employeur. Tu sais, on n'a pas le choix. Là. C'est des rapports qui sont gagnants-gagnants, mais de faire en sorte que les gens qu'on présente soient le plus heureux possible. 5e épisode, Tania. Oui. C'était un épisode sur le reprenariat. C'était un épisode sur les entreprises familiales avec Caroline Roche. Oui, Caroline! Oui, hein? Sweet Caroline. On va le dire comme ça, hein? Moi, j'ose le dire. Petit bout de femme extraordinaire, d'une douceur incroyable, mais avec une pensée stratégique assez exceptionnelle, Moi, cette c'est une Caroline. de mes professionnels coup de cœur des dernières années que je ne connaissais pas. On s'est rencontrés dans un hasard de vie chez un mandat, mais c'est ça, un bagage qui m'impressionne, je vais le dire. Caroline, tu m'impressionnes. Mais c'est une sagesse. Oui. C'est vraiment une sagesse dans ses propos, dans sa retenue. Tu sais, moi, je me dis, si c'est une entreprise familiale qui vit des difficultés, qui vit des conflits ou un reprenariat, moi, je trouve que, écoute, tu t'emmènes une Caroline là-dedans, dans toute la gestion du stress et de l'émotion qu'il peut y avoir. C'est sûr, tu le dis, Tania, mais tu as fait le geste. Tout, ça va tomber, là. On est déjà zen, juste à bonjour. Juste à l'écouter. Fait que ça a été vraiment un très, très beau coup de cœur pour moi. C'est un sujet qui est porteur. Il y a énormément d'entreprises familiales au Québec. Il y a énormément de possibilités de reprenariat au Québec. Et ce que j'entends chez des clients qui sont dans des situations familiales, c'est ils ont besoin. Il y a du défi, effectivement. Oui, Ouais. puis en fait, moi, quand je l'ai contacté la première fois, c'est pas le sujet que je lui avais suggéré. Ah oui! Donc, je me souviens même plus. OK. Demande-moi-le pas. OK. Non, mais je te Je l'avais demandé. te voyais, hein? Oui, Je te c'est voyais ça. arriver, on se connaît. Je ne sais pas ce que je l'avais proposé. Puis quand elle m'a dit entreprise familiale, je dis ça va-tu intéresser les gens? Tu sais, j'étais un petit peu sceptique. Elle dit il y a... Puis là, c'est là qu'elle m'est arrivée avec des données là, sur le nombre d'entreprise familiale, etc. Puis je dis, oh boy, OK, oui. Oui. Elle m'a convaincue en 3 minutes et quart, mais c'était un tout autre sujet. Donc, on a failli ne même pas aborder ce sujet-là. Imaginez, on aurait passé à côté de quelque chose. On aurait passé à côté de quelque chose, puis c'est sûr qu'on va creuser. Là. Tu parlais de gens qui t'ont écrit, puis qu'on atteignait, dans le fond, une audience plus large qu'on ne le croyait. Bien, moi, ça a été une de mes takeaways. Ça a été une des filles d'une personne chez qui j'avais fait une planification stratégique dans un contexte familial. Elle a écrit à sa mère en disant « Maman, moi, je pense que ce balado-là, podcast, tu devrais l'écouter, il est right on. » Et elle m'a rappelé cette gestionnaire-là en disant « Ma fille a écouté votre balado, puis elle me l'a suggéré. » Oui. Ah non, j'aime ça. C'était vraiment sharp. Tu sais, ouais, fait que ça a été un des très, très beaux takeaways. Moi, c'est sûr que je le vois, puis en plus, un coup qu'on a vu Caroline ici, quand je suis allée dans les organisations que j'accompagne, qui sont familiales. T'as vu autre chose, j'ai complètement vu d'autres choses. J'avais toute envie de leur dire, ça ressemble à quoi votre gouvernance? Ça ressemble à quoi, dans le fond, tu sais, vos documentations? Qu'est-ce que vous avez prévu, tu sais, quand que ça va bien, pour prévoir quand que ça va pas bien, tu sais? Comment vous te sentez à l'aise quand c'est le temps de donner une rétroaction, tu sais, au fils de la présidente? C'est comme plein de mais de en sujets. fait, c'est ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, on a beaucoup fait la réflexion de faire le podcast pour outiller les gens, donner. Mais on a énormément reçu de différentes façons. Puis en tant que professionnel, tu sais, des fois, quand tu as 20, 25 ans, 30 ans de métier, c'est dur de regagner des nouveaux angles ou en tout cas de se renouveler dans notre pratique. Mais là, c'est ça. Ah oui, totalement. C'est ça que j'entends. Là. Je voyais complètement une autre dynamique au niveau des relations familiales et je faisais des liens entre des situations de conflit latent. Que tu n'aurais pas vu comme ça. Je les aurais pas vues sur le même angle. Oui, effectivement. Ouais. En même temps, tu sais, ce que tu nous amènes, je pense que c'est ça le coup de cœur aussi, c'est à quel point on rentre dans une intimité de famille, justement. Puis je trouvais que Caroline l'abordait bien et on comprenait davantage, justement,
ce qui fait en sorte que ce sont des entreprises différentes, ou en tout cas qui vont amener des enjeux, mais aussi des solutions, qui vont avoir un angle différent, entre autres parce que la pérennité est meilleure. Donc, on veut peut-être plus le compromis pour ces raisons-là, parce que la survivance de l'entreprise nous tient un peu plus à cœur. Fait que, tu sais, tu rentres dans cette dynamique-là, dans ton accompagnement, justement, parce que tu avais un beau dossier, on n'en parlera pas, là, mais d'accompagnement d'entreprise familiale pratiquement qui débutait là, dans les quelques semaines après l'enregistrement. Donc, c'était enrichissant. C'était très enrichissant. Et je voyais une autre zone à laquelle elle nous avait apporté en réflexion, c'est-à-dire que quand il y a du reprenariat, puis il y a les gens de la famille qui sont sur le conseil de direction ou sur le comité de direction, mais qu'il y a une personne externe qui arrive, quelle place on lui fait, t'sais? Dans quelle mesure les gens peuvent, les membres de la famille, travailler peut-être un peu plus au niveau stratégique et laisser la place à l'opérationnel et aux opérations à la personne externe pour faire en sorte que ça ne s'entrechauffe pas. Parce que quand je vois ça, des entreprises familiales, des fois, les gens, les propriétaires se promènent sur le plancher. Et ils ne réalisent pas l'impact qu'ils peuvent avoir là, dans un monde d'agilité. On veut rester agile, mais des fois, on se dit hey, tu ne réalises pas l'impact comme DG quand tu es aussi dans l'entreprise familiale, l'impact que ça peut avoir sur ton plancher de production ou quoi que ce soit. Fait que juste d'établir un peu les règles du jeu, ça m'a également fait réfléchir. Puis en fait, tu me fais penser à un angle sur lequel l'auditoire avait encore de la soif, là, également, d'apprendre. Tout ce qui est perception d'injustice, quand, par exemple, il y a une promotion dans l'unité familiale en défaveur d'un employé loyal de plus longtemps, par exemple, ou encore, en fait, toutes des situations qui peuvent être un peu plus glissantes, je vais dire, là, la personne de la famille, finalement, va relever de quelqu'un d'autre de l'externe parce qu'on a embauché une nouvelle direction générale pour X, Y raison. Exact. Ce genre de situation-là où il peut y avoir des perceptions d'injustice ou d'inconfort parce que, oui, mais là, c'est le cousin de la fesse gauche ou peu importe le lien familial qu'il va avoir ou le conjoint, la conjointe d'un membre de la famille, mais qui n'a peut-être pas toujours les compétences exactes, mais on l'a mis là pour y créer un poste. Tu sais, tous ces inconforts-là, il y avait encore de la soif, là. Tout ça est encore là. Tout ça est présent dans les organisations également que j'accompagne. Fait que c'était un épisode assez fascinant qui mérite d'être réécouté. Et assurément, je pense que les gens avaient soif pour une suite de ce balado. Oui, effectivement. On n'a pas fini d'aborder ce sujet-là. Non, vraiment. C'était fascinant. Un autre beau coup de cœur. Ce sont tous des coups de cœur. On finit pas là. Assurément. Mais à ce moment-là, est-ce que ça pourrait être aussi bien pour les entreprises qui débutent et qui sont justement de nature familiale, de mettre la table et de parler? C'est parce qu'on est vraiment des bébites humaines des fois où est-ce qu'on prend les choses pour acquis ou c'est implicite, c'est du non-dit, ça vient de soi. Et quand que ça va bien, c'est le fun, tu sais, hein? Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand que ça se met à plus bien aller, puis que tu es dans l'émotion, c'est peut-être plus le moment. C'est encore le moment, mais c'est peut-être moins porteur d'aller vers une ressource externe. Fait que, est-ce qu'il y a aussi un volet que vous offrez lorsque des gens débutent leur entreprise familiale, de mettre déjà un petit peu des bases? Oui, puis là, je vais faire référence au partenariat préventif, qui est un mode de prévention des différends. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un mode de prévention qui est apparu aux États-Unis dans les années 90 et qui commence à se développer au Canada et au Québec, mais plutôt dans le domaine de la construction. En quoi ça consiste? Pourquoi c'est né là? Parce que on fait un petit aparté dans un domaine très différent, quoique il y a des entreprises familiales dans le domaine de la construction aussi. La particularité de la construction, c'est qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Donc, Julie, notre 6e épisode de notre première saison, Céline Vallière. Céline, qu'on ne connaissait ni une ni l'autre. Pas du tout. Moi, je me suis retrouvée à la connaître parce que j'ai vu qu'elle lançait une cohorte là, de formation
En médiation? En médiation, là, pour devenir médiatrice accréditée en mode hybride. Donc, je m'étais inscrite à sa cohorte et puis j'ai dit, bon, ben parfait. On venait d'avoir un désistement d'invités, puis, ben, coudonc, je dis, je vais l'appeler, je vais lui demander. Au pire, elle va me dire non. Dans un petit court laps de temps, là. Et Dans un très court laps de temps. Elle a été super réactive, Céline. Elle a été généreuse. Elle est partie de Québec. Le vendredi, c'était oui, puis le lundi, on était en studio. Elle est partie de Lévis. Ah, donc, vraiment, c'est ça, très motivée de venir nous parler. Une belle rencontre également. On se connaissait pas. C'était la première fois qu'on avait un invité qu'on connaissait pas du tout. Oui. Puis ça venait en cœur, ce podcast-là, de voir Céline parler de la médiation. Oui. Parce que tu es en train de suivre ta certification. Je l'ai suivie l'année dernière. Super belle certification. Un beau moment, à moi, d'aller me chercher des compétences additionnelles au niveau relationnel et en facilitation des différents. Mais j'ai l'impression que je milite. Puis j'ai parlé avec d'autres médiatrices là, dans les dernières semaines. On milite beaucoup sur se faire connaître, faire valoir cette médiation sur la médiation. Comme approche, oui. Ah oui. Fait que j'avais hâte de l'entendre. De l'entendre pour ça. Oui. Puis là, au moment où on fait notre recap, l'épisode n'est pas encore publié. Je le sais. Donc, on n'aura pas les commentaires des gens. Il y a des petites choses comme ça, mais on va être honnête, on va le dire. Oui, on va le dire. Oui. Mais en même temps, moi, dans mon groupe de formation, les gens savent que je l'ai reçu. Donc, on en a aussi parlé. Fait que j'ai quand même, j'ai quand même quelques discussions à ce niveau-là. Mais oui, puis c'est intéressant beaucoup aussi de l'avocate qui a choisi de dire, ben, finalement, le droit, c'est pas pour moi et je me concentre 100% à la médiation. Il y a pratiquement 30 ans, alors que, tu sais, si on est encore au moment où c'est de faire valoir l'approche, en tout cas, dans nos organisations. C'est sûr qu'elle fait de la médiation aussi familiale, civile, commerciale, mais c'est un choix courageux. Ah oui, c'était super courageux. Vraiment. Tu sais, de se rendre compte que dans son métier traditionnel, elle avait à défendre des fois des positions avec lesquelles elle n'était peut-être pas nécessairement toujours en accord. Et de se dire que la position de médiatrice, c'est un peu comme si elle devenait une justicière en disant de rapprocher les parties. Ambassadrice de la paix qu'elle nous a dit. Ah oui? Oui, ambassadrice de la... Je l'ai noté. Ah, je trouve ça J'ai aimé beau. ça, je l'ai noté. Oui. Parce que oui, tu sais, ne veux pas, quand on est en droit, il y a plus un gagnant, un perdant, alors que là, on est dans le fait de rebâtir un pont, de trouver une zone de compromis ou une zone où tout le monde a laissé aller un petit quelque chose pour arriver à une solution commune, choisie par les parties et non pas par un juge, par exemple. Fait que, tu sais, oui, c'est totalement une mission complémentaire, mais différente. Donc, oui, elle se nommait ambassadrice de la paix. Mais je la vois comme ça. Oui. C'est vraiment ça. Puis l'épisode en soi, c'est vraiment de se dire, oui, il y a un coût à investir quand on est en médiation. Parce qu'on peut le travailler en prévention. Mais les bénéfices. Mais les bénéfices, on dirait qu'ils ne sont pas nécessairement toujours très tangibles chez les organisations. Lorsqu'une plainte d'harcèlement, on se questionne à peine, on met le coût, on met les investissements nécessaires. Effectivement, on appelle des enquêteurs puis certifiés dans la mesure du possible, mais on les appelle. Mais en prévention, lorsque ça brûle, lorsque ça commence à réchauffer, j'aimais ça entendre cette perspective de dire, ben oui, il faut le faire, puis qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à investir. Bien, il faut le faire parce que, puis même à la boucle, si on est allé vers, une plainte, une enquête, on risque de retrouver la médiation ou la facilitation dans les recommandations parce que de savoir que oui ou non, il y a eu du harcèlement fondé, ça répare pas la relation. Pas du tout. Puis, ça veut pas dire qu'il va y avoir une perte du lien d'emploi pour la personne. Tu sais, on est plus dans un mode de réparer. Donc, on va aller l'accompagner à une meilleure gestion de soi ou encore du coaching sur les compétences de gestion, par exemple, pour pas recréer une situation qui pourrait être à nouveau du harcèlement. Donc, on va aller accompagner la personne. Il n'y a pas toujours une fin d'emploi. Mais comment on va aller ramener de la paix dans l'équipe de travail? On va souvent recommander à nouveau la médiation. Donc, on s'est fait dire non au départ. On est passé par un autre processus qui a ses coûts humains et financiers. Puis, on va revenir à la boucle de reproposer la médiation alors qu'on aurait donc on aurait pu la faire avant. Et ça aurait été beaucoup moins difficile parce qu'après ça, là, moi, je vais le découvrir parce que je suis en processus de formation, mais tu sais, toi, tu fais déjà de la médiation.
quand la personne qui s'est fait dire oui, vous avez eu raison, c'est du harcèlement fondé, comment on l'amène à partir... Je suis pas sûre qu'on part de la même posture pour l'apporter dans une séance de médiation. On dit, mais moi, j'en ai pas de problème, c'était du harcèlement de toute façon. Pour aller réparer les choses, on a envenimé jusqu'à un certain point par le processus d'enquête, parce que là, il a donné raison. Puis l'autre, c'est un méchant, puis l'autre, c'est une bonne personne. On s'est catégorisé. On est humain, on a des biais, Donc, on s'est catégorisé de cette façon-là et on s'est détaché de la situation et des événements qui ont eu lieu. Effectivement. Donc, de retricoter une relation, il va falloir des maudites bonnes baguettes. Là. Ah oui, c'est ça. Puis je pense, dans le take-away de mon côté, c'est de s'assurer que dans toutes les politiques que vous mettez en place, collègues RH, c'est de s'assurer que la facilitation des différends soit partie intégrante de vos politiques pour faire en sorte que ça vient expliquer un peu quelles sont les options aux employés, parce que les fois, les employés ne savent même pas que c'est une option ou ils ont une perception peut-être de ce que c'était la médiation qui tranchait dans le passé. Et les syndicats aussi plus en mode arbitrage. Oui, exactement. Tu sais, comme ils peuvent le connaître des fois avec la CNESST, où est-ce que là, il y a un médiateur, mais qui arrive à trouver une solution arbitraire. Les gens l'ont vécu. Puis là, maintenant, ils se disent, non, moi, j'ai pas envie de ça. Tu sais. J'ai juste envie que la situation cesse. Fait que, tout dépendamment où est-ce qu'on en est dans le processus, mais au moins de l'avoir décrit dans les politiques, ça veut dire que c'est une option. Au moins, si on connaît nos options, puis on connaît les avantages et chacun des deux chemins, on peut prendre une décision qui est peut-être un petit peu plus éclairée. Alors, il y a des choix qui vont aller directement vers le harcèlement et c'était probablement le meilleur chemin à suivre, mais il y en a d'autres, je pense qu'on aurait pu investir dans la relation et travailler sur la facilitation. Alors, c'est ça un petit peu que Céline nous a mis en lumière dans cet épisode-là. Mais il y a une chose à laquelle, tu sais, je me rappelle, j'ai revu un extrait, là, parce que le podcast va sortir sous peu. Je l'ai nommée comme étant une médiatrice agréée. Oui. Alors que on voulait savoir. On voulait savoir. Parce que médiatrice accréditée, c'est le titre standard 60 heures de formation. Exactement. Alors, j'avais une curiosité de savoir qu'est-ce qui était agréé, puis j'ai pas posé la question. Quand on vous l'a dit, ça va vite. Ça va très vite. Fait qu'on va trouver l'information, juste pour être sûr qu'elle soit... Mais je sais que c'est le plus haut titre dans le domaine, Canada. Mais bon, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? On pourrait peut-être avoir une petite référence là, dans les notes d'épisode pour aller plus loin là-dessus, parce qu'effectivement, on l'a totalement échappé, puis on se les a après. Oh merde! on a oublié de lui poser la question. Première question. Ah ouais, on était parti, on n'est jamais revenu là-dessus. Fait que oui, il faut élucider tout ça comme médiatrice agréée. Oui, parce que, tu sais, Céline, je veux dire, en tout cas, surtout quand là, je suis la formation avec elle, là, mais 27 ans qu'elle nous a dit de pratique de médiation. C'est extraordinaire, là. Une anecdote n'attend pas l'autre, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on se laisse absorber, comme nous autres aussi, là, on développe nos compétences, puis on oublie de revenir sur certaines choses. Mais un très bel épisode. Généreuse de son temps également, qu'on a pu aller voir également. Ça, puis tu sais, se poser justement la question, tu sais, pourquoi les organisations ont peur d'investir en médiation? Là. Donc ça, c'est la question qui demande encore à développement. Là, Je ne sais pas s'ils ont peur. Je pense que l'investissement que ça donne, ils vont probablement espérer que le conflit se tasse, que le conflit se mettre de côté. Ah, moi, je l'ai entendu à quelques reprises. Et finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. T'sais, on va essayer une autre intervention, on va essayer une autre façon. C'est ça, moi, je les attrape à un autre niveau. T'sais, je suis rentrée en enquête quand je leur parle. Fait exactement. Oui, mais si ça marche pas, il va falloir quand même faire une enquête. Fait que, c'est plus cette partie-là. J'ai l'impression que c'est une peur de perdre l'investissement. Non, ils ont, je pense qu'ils la connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'impact de la médiation et le coût d'investissement qu'il peut avoir en disant, parce qu'il n'y a pas de garantie. Je ne peux pas garantir qu'au bout de la médiation, on trouve une solution qui est dans les deux, mais dans la très, très grande majorité des cas. Moi, j'ai un risque de m'investir sans un résultat parce qu'on attend un résultat. Exactement. Oui. Ouais. Ce petit bout-là, il y a un travail de démystifier. Il y en a tout un. Oui, il y en a tout un. Puis je pense que c'est entre médiateurs, médiatrices accrédités, de se partager aussi nos bonnes pratiques. Moi, c'était un des take-away, de dire, aller donner un peu de la donnée derrière ça. Tu sais, si la médiation, dans 90 dans 95 réussit et est périn, bien, c'est
c'est un retour sur investissement qui est porteur. Bien, il y a ça, puis en fait, on donne aux gens une forme de contrôle sur une situation qui leur appartient. L'enquête, ils n'en ont pas. Non, effectivement. Moi, je trouve ça, tu sais, ça fait que l'autonomie, Oui. puis de dire, ben écoute, finalement, tu vas être partie prenante de la résultante Oui. là, de l'entente. Oui. Là. Alors que tu n'es pas partie prenante de rien. Puis, tu sais, les gens trouvent ça long, une enquête. Là, ils sont Oui. passifs, puis là, ça commence à me stresser, puis je dors pas bien depuis Oui, longtemps. Oui, mais je peux effectivement. pas aller plus vite. là. Exactement. Parce que là, tu viens travailler avec des témoins aussi, là. Oui, c'est Hein? à un Puis moment tu as une donné, décision à la fin qui est arbitraire. C'est oui ou c'est non, tu sais. Fait qu'il y a cette perte de Ouais. contrôle-là. C'est peut-être un angle intéressant d'apporter Mm-hmm. tu sais, je pense que ça apporte plus de baume sur une situation difficile d'avoir senti que tu as participé Ouais, ouais. à sa résolution et Ouais. non pas que tu as subi Ouais. une conclusion. Puis tu sais. tu t'es engagé à la faire. Puis C'était un l'idée. engagement, ouais. Exactement. Donc, c'était l'idée de base. ouais, Ouais. ça nous donnera assurément plein d'angles pour les prochaines. Oui, oui. On ne manquera pas de Ah travail. non, exactement. non, on manque pas de travail à la base. Encore une fois, on vous laisse un extrait coup de cœur, assurément, là, pour découvrir ou redécouvrir l'épisode avec Céline. là. J'ai jamais rencontré personne qui m'a dit « Madame Vallière, je suis tellement contente de vous voir ce matin. Wow, J'avais hâte. J'avais hâte de faire une médiation. C'est comme aller chez le dentiste. Ouais. C'est comme... Mais parce que moi, j'aime pas le dentiste. Mais bon. Donc, comprenez que c'est épeurant, c'est inquiétant, Inconfortable. c'est inconfortable. On sait qu'on va avoir une discussion difficile. Et des fois, moi, je vois les gens en entrevue, ils me disent « J'ai pas dormi de la nuit, je savais que j'allais vous rencontrer. » Et on va juste se rencontrer en entrevue individuelle. Je ne suis pas surprise. Bien, ils disent la même chose en enquête. J'en ai fait des enquêtes, j'en ai fait 6. Pour C'est découvrir... souffrant. C'est souffrant. Pour découvrir que je n'aimais pas les enquêtes. Mais non, mais j'en ai quand même fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que au moins d'obliger une entrevue individuelle avec le médiateur, avec la médiatrice. Et là, le médiateur, la médiatrice a à créer ce lien de confiance, a à expliquer ce qu'il va faire, à sécuriser, à rassurer, à donner du sens, tout ça. Et quand je rencontre le médiateur, puis là, je me dis, « Ah, mais tiens, c'est une bonne personne. Ah, elle me comprend. » Mais là, je suis peut-être plus prêt à aller en médiation parce que je sens que ça ne sera pas n'importe quoi. Julie, ce qui m'excitait beaucoup, Oui. c'est de peut-être commencer à réfléchir à ce qu'on pourrait... Tu sais, là, on a un seul... Oh non, c'est pas vrai. On a quelques épisodes de la prochaine saison de planifier. On en a 3. Oui. On en a 3 de planifier, donc il nous en reste encore plusieurs à découvrir. Moi, j'ai des souhaits. Est-ce que ça sera saison 2 ou saison 3? OK. Puis là, je te surprends peut-être. Mais j'aimerais bien entendre peut-être un ou une professionnelle des ressources humaines, direction RH, d'entreprises adaptées. Donc, tu sais, nos entreprises qui sont dans nos différentes régions, qui emploient des personnes en situation, que des personnes en situation de handicap, toutes sortes de handicap confondus. Oui. J'aimerais vraiment avoir une perspective de ce côté-là. oui, Donc, ok, je lance ben ça dans oui. l'univers. Oui, lançons ça à l'univers. Lançons ça dans Oui. l'univers, puis j'ai beaucoup de souhaits dans l'univers également. C'est quoi ton deuxième souhait dans l'univers, Tania? Peut-être le partage d'une personne qui a vécu Ouais, ça, un c'est- règlement différent en Ouais. organisation, qui aimerait nous faire part de Oui. justement l'autre côté de La médaille? l'autre côté de la médaille de la médiation, entre autres, évidemment avec toutes les précautions de confidentialité qui s'imposent. Ouais. Fait que c'est pas évident c'est de vrai, se ouais. dévoiler. Je sais pas à quel point c'est un souhait utopique, mais j'aimerais ça. Oui. Appel à tous. Appel à tous et à toutes de ce côté-là. J'aimerais également avoir un regard peut-être ou une perspective des Premières Nations sur les dynamiques relationnelles au travail, Oui. peut-être un conseil, quelqu'un membre d'un conseil de De bande Oui. ou d'un comité régional pour voir est-ce que on a quelque chose à apprendre ou à s'inspirer d'un regard différent sur le sujet. Je te dis, j'ai une Oui, wishlist quand même. Oui, oui, mais c'est... J'y ai passé, là. Il n'y a rien d'irréaliste dans ce que tu Il y as a rien demandé. On est d'irréaliste. toujours à une relation près de quelqu'un De qui connaît quelqu'un qui quelqu'un. connaît quelqu'un. Fait qu'on lance des inonder idées, nos hein. boîtes courriel Oui. et LinkedIn. Quelqu'un qui siège sur un conseil municipal. Un maire, une mairesse, hein? On vient de procéder à nos élections municipales. Oui. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être très intéressantes de ce côté-là.
Puis c'est un contexte de travail, mais totalement différent également. Là, on est dans un contexte plus municipal, je te dis. Hein. T'en as, hein? Oui. Une organisation peut-être qui aurait passé de... qui aurait grandi, donc qui était plus dans un mode informel, qui est passé au formel, comment ça a influencé les dynamiques de relations. Hein? Au début, on est dans gestion très casual, puis tout va bien. Puis après ça, on met des petites politiques, des procédures. On a des processus différents. J'ai des idées d'organisation. T'as des idées? Oui. Ça, fallait qu'on en parle. Oui. Donc, on en parle à brûle-pourpoint comme ça. Et il m'en reste 2 autres. L'arrivée de plus de diversité, par exemple, une entreprise en construction qui amène beaucoup plus de main-d'œuvre féminine dans un domaine qui était historiquement prédominance masculin. Je serais curieuse de, justement ramener un petit peu les choses en perspective. Ou encore la zone de flou qu'il peut y avoir entre amitié, relations professionnelles, amour, relations professionnelles peut-être. On a vécu une année 2025 aussi avec... un exemple un exemple flagrant, c'est qui a fait le tour de la Coldplay, planète. Hein? Disons-le comme ça. Googlez ça. C'est ça. Si vous l'avez manqué, l'affaire Coldplay, vous devriez trouver. C'est comme mes idées folles. Oui, bien, j'embarque. Dans ce que tu as nommé... Ils sont réalistes quand même. Ils sont très réalistes. J'en connais... Je connais plusieurs organisations, là, je l'accompagne quand même plusieurs. Fait que dans ce que tu nommes, je vois déjà des perspectives intéressantes qu'on pourrait aller voir du côté d'invités. Oui. Mais moi aussi, j'ai vraiment envie d'entendre une personne qui a vécu le conflit. Oui. Pour voir comment elle s'est sentie. Ça, ce bout-là, on va tout faire ou on va tout cadrer pour s'assurer, John Doe, s'il le faut, s'il y a des choses qu'il ne faut pas nommer pour garder la confidentialité, mais j'aimerais vraiment entendre cette perspective-là. D'un conflit. Oui, ça nous allume toutes les... c'est ça, vous ne voyez pas nos yeux présentement. Mais c'est difficile parce que là, justement, si c'est quelqu'un qui est passé en médiation, il y a toute une démarche de confidentialité. Donc, ou encore, il faudrait que ce soit 2 personnes qui voudraient se dévoiler ensemble, je ne sais pas. Okay. Peut-être c'est plus simple. Oui, à suivre. Tu sais, qui ont d'un commun accord, ont envie de partager leur expérience. Dans quelle mesure ça a changé? Ça a changé leur relation de travail, leur perspective et leur collaboration. Ça nous ferait peut-être du bien, une petite histoire vraie, mais en même temps, j'imagine si les gens viennent nous en parler, c'est que ça a porté fruit. Oui, c'est ça, ça a porté fruit. Ouais. Donc, on lance ça dans l'univers. Moi, je suis très prête à lancer ça. Oui. Merci toi, pour la saison 1. Ah, si j'ai des souhaits... la personne qui a vécu le conflit, ça fait vraiment partie. On a notre commun. On l'a. Quand tu as parlé des villes... j'ai vraiment eu un flashback justement sur un diagnostic dans une organisation où est-ce qu'effectivement, tu as le conseil de ville, tu as le maire, tu as le DG de la ville. Il y a des très belles dynamiques relationnelles là-dedans qui méritent... c'est excitant, ça aussi. Il y a vraiment quelque chose, là. Pour avoir fait plusieurs enquêtes, faudrait aller chercher ça. Aller voir. Mais moi, je nous souhaite de continuer d'avoir autant de plaisir. Oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment ça, de faire rayonner le balado. Mais j'en ai un, pour de vrai, j'en ai un autre qui me flash, parce que c'est vrai, j'ai écrit dans ma petite planif stratégique avec moi-même, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire rayonner notre balado dans la francophonie à travers le monde. Alors, au-delà du conflit à Paris, ça vous dit? C'est ça, au-delà du conflit à Paris. Après la balle au bord. C'est sûr. Communauté aussi en Afrique francophone. Il y a des petits mariages qui sont en train de se faire actuellement avec des gens que je connais là-bas. Tunisie, Maroc, invitez-nous. Pour de vrai. Oui, ce serait ça. On aime ça être sorteuse. Oui, puis un dernier souhait, je pense que au-delà du conflit en cavale, je pense qu'on a réalisé que c'est un besoin. Fait que d'aller à la rencontre des organisations, des entreprises, des humains, d'avoir cette espèce de connexion-là avec vous dans divers endroits au Québec où est-ce qu'on parle de vos situations, tu sais, que ça devient comme un gros co-développement, un gros atelier, un gros happening. Je pense que ce serait ça. Ça nous allume assurément. Donc, c'est sûr qu'il y aura, la saison 2, mais également d'autres choses. Évidemment, n'hésitez pas à communiquer avec nous autres quand vous avez des commentaires. On les souhaite. Les petits j'aime sur les plateformes YouTube, Spotify, Alouette, ça nous fait toujours plaisir parce que ça nous encourage à nous investir, pas, à donner du temps. On y croit beaucoup, on pétille quand même quand on en parle. Donc, c'est ce qui nous allume pour une prochaine saison. En fait, merci d'avoir
joint la communauté dans une première saison avec nous pour être... Oui, merci. Puis faire en merci sorte à qu'on toi, se rende Tania. pas tout seul. Exactement, vraiment. Merci d'avoir été partenaire. Merci, partner. Oui, d'avoir dit oui Toujours prête. Toujours prête. pour cette belle folie-là. Merci. Bonne journée.